Moi, donc, à le manger, parce que je suis seul. Alors, il ne faut pas oublier d'appeler nos parents, d'ailleurs. Alors, chacun ses goûts. Voilà, c'est ça Voilà, que ça démontre. chacun ses goûts. Voilà, alors vous voyez, mesdames et messieurs, François Legault, Madame Mécan, Dr Arruda, qui vont prendre place pour ce point de presse quotidien. La situation préoccupante, la situation que l'on surveille, c'est dans les CHSLD. Comment contenir, une fois que c'est entré, comment physiquement contenir, comment avoir assez de personnel. Là, je pense on parlait de l'analogie de la brigade qui doit être envoyée. M. Legault a fait des annonces. Est-ce qu'on peut être plus précis aujourd'hui sur combien de gens ont été envoyés, où, dans quelle région du Québec? On parlait au docteur Lucier, qui est Côte-des-Neiges, dans un quartier très touché d'ailleurs, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à l'hôpital pour personnes âgées là-bas, qui nous disait c'est grave, oui, on est inquiet et peut-être qu'on s'est mal préparé. Il sera le moment de faire des grandes analyses là-dessus, mais là, il faut agir maintenant. Et si vous me permettez, dans son message Facebook, M. Legault dit « Protéger les personnes âgées vulnérables, c'est notre mission prioritaire ». Voilà. Alors, on laisse la parole au premier ministre et on se parle tout de suite après, mesdames et messieurs. À tout de suite. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. D'abord, bonjour tout le monde, bonjour aux journalistes, bonjour aux gens qui nous écoutent. Avant de vous parler du bilan de la journée, je veux vous parler des personnes âgées. On le dit depuis le début, les personnes âgées ne sont pas plus à risque que les autres d'avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d'avoir des graves conséquences si elles ont le virus. D'ailleurs, quand on regarde les décès qu'on a à Québec, au Québec à ce jour, 89 % des décès sont des personnes de 70 ans et plus. Donc, on le voit là, il faut vraiment, puis on le dit depuis le début, apporter une attention particulière, autant les personnes âgées qui sont dans des résidences de personnes âgées que les personnes âgées qui sont seules à la maison. Donc, c'est important de garder ces distances, mais c'est important aussi de se tenir au courant puis de ne pas hésiter quand il y a des problèmes. Puis oui, il y a des transferts qui se font des CHSLD aux hôpitaux, puis aussi des maisons quand il y a des difficultés vers les hôpitaux. Donc, important, là, d'abord, dans les résidences personnes âgées, bien, je veux vous rappeler qu'on a pris rapidement des mesures assez strictes. Rappelez-vous, au début, on a tout de suite interdit les visites. On a tout de suite augmenté le budget de 133 millions. Et on est en train, actuellement, parce qu'il y a une un moins grand nombre de personnes que prévu dans les hôpitaux, de prendre une partie du personnel, les infirmières, puis les médecins, puis les envoyer dans les CHSLD, puis les résidentes. D'ailleurs, tantôt, je vais passer la parole à Danielle qui va vous en dire un petit peu plus sur les chiffres, là, combien de personnes et puis qu'est-ce que c'est le plan. Ce qui est important aussi, on a commencé, puis on va continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir s'ils ont le virus. Donc, autant les employés que les résidents, résidentes, là, on va tester tout le monde pour bien connaître la situation, puis bien suivre les endroits où c'est plus difficile. Donc, Daniel va vous parler tantôt des résidences pour personnes âgées, mais je veux quand même revenir sur les consignes pour les personnes âgées qui sont à la maison. C'est important. Idéalement, pas de contact, donc on leur demande de ne pas sortir. On demande aussi à celles et ceux qui vont leur porter de la nourriture de se tenir à 2 mètres, de ne pas en profiter pendant qu'ils sont à la maison pour avoir une jasette, là. Vous ferez ça au téléphone après. Donc, très, très important de garder cette distance. La dernière affaire qu'on veut, c'est que des personnes de plus de 70 ans attrapent le virus. Donc, il faut toujours se garder ça en tête. Puis, c'est vrai aussi pour Pâques. Donc, moi, le premier, je suis habitué toutes les années, c'est comme la fête des mères, Pâques, j'allais chez ma mère. Mais là, je n'irai pas chez ma mère. Je vais l'appeler, par contre, dimanche, mais je n'irai pas chez ma mère.
Donc, moi, je veux qu'on se mobilise, là, toute la société, tous les Québécois, pour tout faire pour protéger nos personnes âgées. Ça devrait être notre mission prioritaire dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, je reviens au bilan de la journée. Malheureusement, on a 25 nouveaux décès, donc on a maintenant 175 décès. Évidemment, je vais offrir mes condoléances aux familles des victimes. On a maintenant 10 031 cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 632 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 49. Puis dans les 682, il y en a 181 personnes qui sont aux soins intensifs. Donc, une augmentation de seulement 17. Puis, pardon, je veux vous dire, il faut que je tousse dans mon coude. Excusez, la prochaine fois. Vous dire, ça fait quelques jours là, qu'on voit que c'est vraiment en train de se stabiliser dans les hospitalisations. C'est vraiment une bonne nouvelle, là. Ça veut dire qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. On est en train, si ça continue comme ça, de la gagner, cette bataille-là. Donc, c'est encourageant. Ça nous amène à commencer à préparer la prochaine étape, c'est-à-dire les réouvertures d'entreprises et de commerces. Mais je veux juste vous dire, on n'est pas encore rendu là. Il va falloir avoir encore des journées comme on a eu dans les dernières journées, où il n'y a pas de grosse augmentation des hospitalisations, du nombre de personnes aux soins intensifs, mais ça ne nous empêche pas de se préparer. Puis je veux peut-être parler aux entrepreneurs, aux propriétaires, aux dirigeants d'entreprises et de commerce, un peu vous expliquer les discussions qu'on commence à avoir, entre autres, avec la santé publique. Bon, d'abord, évidemment, quand on va réouvrir les entreprises, ça va être très important d'abord de se concentrer sur les entreprises où on est vraiment capable, là, puis là, je fais appel à la responsabilité des dirigeants, des propriétaires, de rester à 2 mètres, que les employés soient capables en tout temps d'être à 2 mètres de leurs collègues et à 2 mètres, si c'est le cas, là, des clients. Donc ça va être un critère qui va être très important. D'ailleurs, le 2 mètres, il faut s'habituer à ça au Québec. Ça, on en a pour des mois. On peut bien, dans les prochains jours, les prochaines semaines, penser à réouvrir des entreprises, mais la consigne du 2 mètres va rester pour des mois. Donc, il faut s'habituer à cette consigne-là. Évidemment aussi, quand on pense à réouvrir des entreprises, des commerces, bien, il y a aussi, ça déboule sur, entre autres, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants des travailleurs? Donc, évidemment, plus difficile de respecter le 2 mètres dans les écoles, dans les services de garde. Donc, il faut se poser des questions. Si on veut que les travailleurs retournent travailler, bien, qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Qu'est-ce qui arrive avec le transport en commun aussi? Puis les heures de pointe. Donc, on va demander dans les prochains jours aux employeurs de voir comment on peut être plus flexible dans les horaires pour pas que tous les travailleurs, travailleuses, là, utilisent les transports en commun aux 2 heures de pointe le matin, puis en fin d'après-midi, parce qu'on ne veut pas, évidemment, entasser les gens là, dans les autobus, les trains, les métros. Donc, c'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est pas si simple. Il y en a, je vois certains commentaires de personnes qui disent, bien, tous les commerces qui sont à 2 mètres devraient tous être réouverts demain matin. Oui, mais là, on fait quoi avec les enfants? On fait quoi avec les employés qui se rendent par transport en commun? Donc, il faut prendre des précautions. Oui, moi, je suis optimiste qu'on soit capable, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de commencer à réouvrir des entreprises puis des commerces, mais il faut être prudent, puis il faut faire appel à la responsabilité là, des employeurs dans ce dossier-là. Puis il faut que les chiffres continuent à se stabiliser. Puis pour que les chiffres continue à se stabiliser, bien, il faut donner un dernier coup. Donc, je sais qu'on en demande beaucoup aux Québécois, mais c'est important de rester discipliné. Je veux maintenant revenir sur les scénarios qui ont été présentés hier par les experts de la santé publique. Pour moi, il y a 2 données qui sont très rassurantes.
D'abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes qui seraient aux soins intensifs selon les différents scénarios. Vous avez vu, là, entre autres, aux soins intensifs, dans le scénario le plus pessimiste, qui est un scénario à l'italienne ou un peu comme en Espagne, on aurait besoin de 1000 lits avec respirateur dans les soins intensifs. On est capable si c'est nécessaire. On ne pense pas que ça sera nécessaire, mais on est capable d'avoir 1000 lits avec respirateur si le scénario pessimiste arrivait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle qu'on a eue hier de la présentation. La deuxième bonne nouvelle qu'on a eue dans les données qui ont été présentées hier, c'est de voir que jusqu'à présent, notre scénario, le scénario du Québec, est beaucoup plus proche du scénario des meilleurs pays comme l'Allemagne que des pays où il y a eu plus de morts. Puis ça, là, on le doit au respect des consignes par les Québécois. Donc, moi, je pense qu'on peut être fiers des résultats qu'on a jusqu'à présent, tout en se disant, il ne faut surtout pas relâcher, il faut continuer. On est bien parti, on est dans la bonne direction. Les remerciements du jour. Bien, je veux les faire, justement, ces remerciements pour toutes les personnes qui travaillent dans les CHSLD puis les résidences de personnes âgées, que ce soit les médecins, les infirmières, les préposés. Je sais que la situation est difficile, mais je veux juste vous dire d'abord, courage. Il y a du renfort qui s'en vient et je veux vous dire un immense merci pour votre dévouement dans des circonstances qui sont très difficiles dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, un merci spécial aujourd'hui à tous ceux qui travaillent dans ces résidences. Puis, je termine en vous, peut-être en me concentrant sur la consigne du 2 mètres, parce que il va falloir que chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, évidemment, là, c'est une nouvelle culture, donc pas question de se donner la main ou d'être trop proche des autres personnes. Donc, essayons tous ensemble là, de commencer à visualiser que pour un certain nombre de mois, on va rester à 2 mètres des autres personnes. Donc, je conclue en vous disant, les données des derniers jours me rendent optimiste. On voit la lumière au bout du tunnel. On est en train de gagner la bataille ensemble. Je suis vraiment fier du travail qui a été fait par les Québécois qui ont été unis depuis le début. Il faut juste donner un dernier petit coup pour être certain qu'on soit capable de commencer à sortir de cette crise et puis être capable de revoir un début de vie normale rapidement. Merci. Quelques mots en anglais. Oui. Good afternoon. Bonjour. Depuis le début de la crise, nous savons que les plus vulnérables entre nous sont les aînés. Nous concentrons nos efforts sur les résidences pour aînés, mais il est également très important que tous maintiennent le 2 mètres de distance physique avec chaque aîné. Nous travaillons déjà avec notre expert et nos experts en santé publique pour préparer le début de la fin de la pause économique, plus tôt que tard. Mais il nous faut nous assurer que nous redémarrions l'économie sans relancer la pandémie. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est dur de continuer tous ces efforts de confinement et de distance, mais comme nous le disons en anglais, les averses d'avril amènent les fleurs de mai. Donc, merci à tout un chacun. Daniel, qui va vous parler du plan là, pour les résidences de personnes âgées. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, Monsieur le Premier ministre vient d'en parler. Moi, je peux vous dire que j'ai des contacts très fréquents avec ma collègue, la ministre responsable des aînés, Mme Marguerite Blais.
et que nous sommes toutes les deux préoccupées par la situation dans plusieurs CHSLD et résidences pour personnes âgées. Alors, on le dit depuis le début, là, notre mission prioritaire, c'est de protéger l'ensemble de la population, mais particulièrement nos personnes aînées, et il n'y a rien qui va être épargné. Alors, je vous rappelle, comme l'a fait le premier ministre, que même on a posé beaucoup de gestes concrets au cours des dernières semaines, par exemple 133 millions pour soutenir les milieux de vie dans le secteur privé. Ça va servir, ça sert maintenant à ajouter du personnel, à bonifier aussi des mesures de sécurité et de protection pour nos personnes aînées. On distribue également le matériel de protection à la grandeur là, des CHSLD et des résidences personnes âgées et on dépiste de façon prioritaire et de façon systématique dans les milieux de vie des personnes âgées et vulnérables. On le dit, actuellement, nos centres hospitaliers, ils prennent en charge moins de personnes infectées que ce qu'on avait prévu et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que la grande majorité des personnes n'ont pas besoin d'être hospitalisées. Alors, c'est une bonne nouvelle et ça démontre, comme on le dit depuis quelque temps, que nos efforts là, comme population ont porté fruit. On en est très, très reconnaissant. Alors, on vit une situation qui est meilleure à cause des efforts de notre population. Mais ça nous donne aussi une certaine marge de manœuvre. Et c'est pour ça que cette situation-là m'a amené à contacter plusieurs partenaires. J'ai d'abord, comme je l'ai dit en début de semaine, parlé aux présidents directeurs généraux de tous les établissements du Québec. J'ai parlé aux fédérations des médecins spécialistes et des médecins de famille. J'ai aussi parlé à la Fédération interprofessionnelle du Québec, les infirmières, les inhalothérapeutes, et pour qu'on utilise les ressources en milieu hospitalier, qu'on les déplace vers les CHSLD et les autres milieux de vie. Alors ça, c'est en cours actuellement. On parle de 450 médecins qui vont être mis à contribution immédiatement. Il va y avoir également des infirmières et des infirmiers, la présidente de la FIC me le confirmait, des préposés aux bénéficiaires qui vont venir en renfort et aussi des gestionnaires. Alors, on a lancé un appel par l'initiative Je contribue, vous vous en souvenez, et on a convaincu 500 infirmières de se réinscrire au tableau de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, c'est une opération qui est de redéploiement massif, qui est actuellement en marche, et ça va nous permettre d'avoir des équipes, et ça, c'est fondamental dans la situation actuelle, des équipes dédiées par établissement, pas que les gens se promènent entre établissements, et par unité. Ça aussi, c'est fondamental, que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées, par unité, par établissement, par zone froide, par zone chaude aussi. Alors, c'est pour ça qu'il faut ajouter du personnel pour nous donner la possibilité d'avoir ces équipes dédiées, ce qui va faire toute la différence, ce qui est en train de se mettre en place, qui est déjà fait même dans certains CHSLD, notamment ceux qui sont en éclosion. Alors, on va effectivement aussi faire des dépistages systématiques des aînés et du personnel en CHSLD et dans les autres milieux de vie. Ça également, c'est une mesure très importante. On veut que nos milieux soient sécuritaires pour les résidents et pour le personnel. Puis je vais terminer en vous disant un mot sur les familles. Les familles de ces personnes, on ne les oublie pas, on ne vous oublie pas. On sait que vous êtes inquiets, on veut vous rassurer, mais on veut aussi s'assurer que vous soyez informés de façon soutenue de la santé de vos proches. Alors, ça, c'est un mot d'ordre qu'on a donné à tous nos CHSLD, nos milieux de vie, d'appeler, de tenir les familles au courant de ce qui se passe au niveau de la santé de leurs proches. Alors, moi, ce que je veux vous dire en terminant, c'est qu'on veut protéger nos aînés et on veut protéger ceux qui ont construit notre Québec. C'est une valeur fondamentale pour nous et nous allons tout faire pour protéger nos aînés. Merci. Merci. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes pour la période des questions en français, donc en limitant, dans la mesure du possible, la durée de vos interventions. Nous allons débuter avec Hugo Lavallée de Radio-Canada. Oui, bonjour. Concernant la situation spécifique du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, on a entendu des allégations assez troublantes émerger au cours des dernières heures. Des représentants syndicaux qui disent que des employés avaient des symptômes, qu'ils l'avaient signalé à leur employeur, qu'on leur a quand même demandé de se présenter au travail. Des gens qui évoquent un manque d'équipement. Une infirmière qui racontait sur les
médias sociaux avoir été envoyé en renfort, mais qu'une fois sur place, on ne l'avait pas aidé, on ne l'a pas formé. Est-ce que cette situation-là est normale? Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui doivent s'appliquer dans ce CHSLD-là précisément? Oui, effectivement. Et je pense que Monsieur Dr Arruda va parler d'enquête épidémiologique qu'il va falloir faire, et je vais lui donner la parole tout de suite après, parce que c'est très important de voir qu'est-ce qui s'est passé au CHSLD Laval, mais maintenant, et même c'est commencé depuis le début, on a ajouté du personnel. On a ajouté 70 personnes au CHSLD Laval, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gestionnaires. Alors, il y a toute une équipe additionnelle qui est venue prêter main forte au CHSLD Laval, parce que c'est ça qu'il faut faire, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Il faut ajouter du personnel pour pouvoir dédier des équipes dans chaque unité. Il ne faut pas non plus que les gens se promènent d'un établissement à l'autre. Et c'est ce qu'on fait actuellement au CHSLD Laval. Mais quant à la situation qui s'est passée, moi, je l'ai dit dans le passé, et c'est toujours la même consigne. Des gens qui sont symptomatiques ne peuvent pas aller au travail. Alors, quand on est symptomatique, on n'est pas au travail. Peut-être un peu pour documenter la situation. Là, premièrement, il faut comprendre qu'il y a aussi une notion qui est quand même assez récente, qui avait été donnée comme hypothèse, mais des personnes qui sont asymptomatiques qui peuvent avoir la maladie. Il y aurait même des personnes âgées asymptomatiques qui auraient eu des tests qui ont la maladie. Premièrement, ce que je tiens à vous dire, c'est clair qu'on va envoyer une équipe d'investigation là, pour revoir tout ce qui est arrivé dans ce centre-là, voir quel est le premier cas, quels étaient les travailleurs de la santé qui étaient présents, faire ce qu'on appelle une vraie enquête épidémiologique pour tirer des leçons de cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'en attendant d'avoir cette enquête-là terminée, les actions sont mises en place. Les actions sont mises en place pour le gérer. Je veux quand même rapporter, et d'autres gériatres l'ont dit, c'est pas parce qu'on a été infecté, même à un certain âge, qu'on va nécessairement mourir de cette maladie-là. Il ne faut pas penser que toutes les personnes qui vont avoir été en CHSLD infectées avec un test vont mourir. Souvent, les personnes qui décèdent, malheureusement, c'est des gens qui ont des conditions déjà sous-jacentes. Donc, est-ce que... Et ça, en testant tout le monde aussi dans les centres, ça va nous permettre de mieux estimer quel est le risque des gens et quelles sont les conditions qui vont faire que certaines personnes vont décéder ou pas. On sait que l'âge est un facteur important. On sait que les comorbidités sont importantes. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, on met les mesures en place, indépendamment de l'enquête. On va faire ça. Mais on va enquêter sur cet épisode et d'autres, s'il y en a d'autres qui s'installent au Québec. Rapidement, sous question. Oui, on a entendu de façon plus générale concernant les CHSLD, des médecins qui pratiquent dans ces établissements au cours des dernières heures dire, dans certains cas, il vaut mieux se préparer psychologiquement. Là, le mal est fait. Il va y avoir des décès en nombre important dans certains établissements. Est-ce que vous partagez cette inquiétude-là? Bien, écoutez, c'est sûr que on voit la situation, ce qu'on voit dans la proportion de décès, c'est près de 50 des décès. Là, on en a 175 qui sont des personnes qui sont dans des CHSLD. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait depuis le début, mais là, on renforce encore plus. C'est qu'on veut protéger ces personnes-là, mais on veut aussi protéger le personnel, les deux. Et dans ce sens-là, on veut soutenir notre personnel. Je peux comprendre que le personnel est inquiet et c'est pour ça qu'on dit qu'on va déplacer des équipes qui viennent de d'autres secteurs et de façon massive pour qu'ils viennent prêter main forte. Et on veut les soutenir aussi avec des infirmières en prévention des infections. On veut les soutenir avec des équipes multidisciplinaires. Alors, moi, ce que je dis, c'est que la situation, là, on y voit et on va s'assurer que tout est fait pour avoir une organisation la meilleure possible pour protéger notre personnel, mais surtout protéger aussi nos personnes aînées. Fanny, une information pour renforcer le point qu'a dit le premier ministre. On a quand même 25 des gens qui sont décédés qui étaient à domicile. Donc, c'est sûr qu'au CHSLD, on a une concentration de gens très malades, à risque, et c'est là que le foyer principal est près de 50 mais il y en a quand même un quart qui se retrouve à domicile. Donc, les visites aux parents le week-end de la fête, pas de la fête des mères, mais de Pâques, c'est à éviter parce qu'il y en a certains qui pourraient être fragilisés. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour, Madame McCann. Vous parlez, par exemple, de 450 médecins qui sont prêts immédiatement à prêter main forte. Comment ces ressources-là vont être déployées dans le réseau et selon quelle priorité? Est-ce qu'on va prioriser les CHSLD ou les résidences pour
personnes âgées? Comment ça va être choisi, là, où on va envoyer les ressources en premier? Bien, c'est sûr qu'on va faire un effort particulier au niveau des CHSLD, mais on n'oublie pas les résidences pour personnes âgées plus autonomes, là, les RPA, et les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. On a des contacts fréquents, très soutenus avec les RPA et les RIRTF par notre équipe de maintien à domicile. Et il est très important de les soutenir beaucoup, ces ressources-là, qui ont moins de moyens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a investi 133 millions pour ajouter des moyens. Donc, on va s'assurer qu'il y a des infirmières qui sont en lien avec ces ressources pour s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art au niveau de la prévention des infections. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par les personnes sur place, mais on veut aussi s'assurer qu'il y a de l'ajout de personnel. On veut aider ces ressources à trouver du personnel également. Alors, on veut aider vraiment tous les milieux où se trouvent nos personnes aînées. Autre question. Puis, quel est le plan de match pour les résidences où il n'y a pas d'éclosion encore, qui sont pour l'instant épargnées? C'est quoi la stratégie, compte tenu que nos ressources sont limitées, que notre équipement est limité? D'abord, je vais vous dire, pour l'équipement, là, parce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, on va s'assurer que tout le monde a les masques de procédure nécessaires. On s'assure déjà qu'on fait ça. Et je revisais encore la question avec le sous-ministre aujourd'hui. Tout est fait pour que le personnel ait le matériel, les masques de procédure. D'ailleurs, notre situation s'améliore au niveau de la disponibilité de ce matériel-là. Donc, on veut que tout le monde en ait, puis on connaît là, la façon de les utiliser. Alors, pour les CHSLD et pour l'ensemble, le déploiement, il va se faire certainement au niveau des CHSLD où est-ce qu'il y a une éclosion. Il faut aller là en priorité. On est déjà là. Il faut ajouter du personnel. Mais on va le faire aussi dans les autres CHSLD parce qu'il faut faire de la prévention. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on va ajouter du personnel dans tous les CHSLD parce qu'il faut prévenir. Il faut déjà organiser tous les CHSLD pour que la même équipe soit dédiée par unité et certainement par établissement. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour à vous. Je vais rester sur le même sujet parce qu'il y a des interrogations de la part de tout le personnel soignant. Quand va se faire le déploiement? Les compétences qui vont être demandées, parce qu'il y a des gens que vous transférez qui n'ont pas les compétences pour travailler auprès des personnes âgées. Vous avez parlé d'équipement, mais il semble que ça ne soit pas disponible encore. Et est-ce que nos CHSLD et nos résidences pour personnes âgées sont rendus nos bateaux de croisière? C'est notre mission prioritaire, les CHSLD puis les résidences pour personnes âgées. Alors, encore une fois, on s'assure que tout le monde ait l'équipement de protection et on va déployer le nombre nécessaire de personnel dans tous les CHSLD. D'ailleurs, on fait appel à des personnes qui viennent du réseau, oui, qui sont formées, oui, mais on va aussi faire appel à des personnes qui ne sont pas nécessairement formées de façon spécifique pour les soins aux personnes âgées, mais qui peuvent faire d'autres tâches. Moi, je pense que c'est certainement possible. Depuis le début de la crise, on est assez créatif, mais on va mettre, évidemment, les gens dans des situations sécuritaires. On va avoir des équipes bien formées qui vont coacher, qui vont s'assurer qu'on fait les choses dans les règles de l'art, mais on va aussi faire appel à des gens qui n'ont pas nécessairement une formation spécifique pour intervenir auprès des personnes âgées. C'est nécessaire de le faire maintenant et elles vont beaucoup aider. En sous-question? Les conservateurs, M. Legault, veulent retourner siéger aux communes. Ils en font une condition pour l'adoption de la subvention salariale aux entreprises. Est-ce que vous craignez des retards? Bien, écoutez, c'est un enjeu qui relève du gouvernement fédéral. Je pense que tout le monde doit comprendre l'urgence d'aider autant les individus que les entreprises. Donc, moi, je fais confiance au bon jugement de tous les partis politiques qui sont à Ottawa. Merci. Maintenant, question de Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. D'abord, une question pour Dr. Arruda. Donc, on entend que les courbes sont encourageantes, que les chiffres pourraient nous envoyer vers une belle saison douce. Comment s'annonce l'été? Comment les gens qui voudront fréquenter éventuellement des terrasses, des parcs, si la tendance se maintient, est-ce que ce sera possible? Puis, les vacances, par exemple?
Écoutez, vous avez entendu ce que le premier ministre a dit, c'est-à-dire oui, on va redonner de l'espoir, oui, il y a une activité qui doit recommencer parce qu'on ne peut pas rester en confinement ad vitam aeternam, mais la question du 2 mètres va rester quand même un élément important. Les rassemblements intensifs vont demeurer un problème parce que tant qu'on n'aura pas plus d'informations sur combien de proportions des gens sont immunisés, on est à risque de faire réapparaître des éclosions. Puis on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où encore à l'automne, on doit reconfiner. Dans le fond, je pense qu'on va réouvrir le robinet progressivement en essayant de ne pas revenir en arrière, mais de le rester réouvert. Mais ça va prendre des règles pour les entrepreneurs, pour les municipalités, pour tout le commerce, etc. Je pense qu'on va devoir vivre autrement jusqu'à temps qu'on pense que le virus ne va pas réémerger. Ma deuxième question est pour Mme McCann. On a des échos de beaucoup de gestionnaires de propriétaires de résidences pour personnes âgées dans plusieurs régions du Québec. Ces propriétaires-là ont mis en place des règles très strictes, un protocole pour que les professionnels qui viennent sur place donner des services doivent donc passer à travers une sorte de SAS, doivent mettre leurs effets personnels de côté, un SARO, signer un registre. Or, il y a beaucoup de préposés et des gens du service des CLST, par exemple, qui refusent de suivre les consignes. Ils disent qu'ils n'ont pas reçu les consignes et des directives du CIS ou du CIUS pour se conformer. Donc, ils refusent de se conformer à ces règles-là mises en place par des résidences où il n'y a même pas de cas actuellement et on ne veut pas justement en importer. Oui. Bien, écoutez, moi, je vais dire dans un premier temps que je salue les résidences personnes âgées qui se mobilisent pour vraiment s'assurer que ce soit un environnement qui est très, très protecteur. Et je prends bien note de votre commentaire. Moi, ce n'est pas venu à mes oreilles, mais c'est là l'importance que dans chaque région du Québec, on ait le lien avec les résidences personnes âgées. C'est ce qu'on fait normalement. Mais s'il y a ce genre de situation, je suis certaine qu'on va trouver une façon de s'entendre et de vraiment bien faire les choses. Alors, j'en prends note et on va faire un suivi avec les gens des différentes régions là, pour nous assurer qu'on a la même orientation. Mais encore une fois, je salue, moi, les résidences qui prennent toutes les précautions. Geneviève Lajoie, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Bonjour. Vous avez dit la consigne du 2 mètres va rester pour des mois. Est-ce que ça signifie inévitablement que les écoles resteront fermées d'ici la fin de l'année scolaire? Bien, ça fait partie des discussions qu'on a actuellement. Bon, évidemment, 2 mètres des personnes âgées, ça c'est sûr. Idéalement, 2 mètres de toutes les personnes. Donc, ça suppose de se poser des questions autant pour les garderies que les écoles. Donc, il peut y avoir une reprise qui soit graduelle, mais on va tenir compte effectivement de cette question-là du 2 mètres dans les écoles puis services de garderie. En sous-question? Il y a des gens qui se faisaient construire des maisons, qui devaient emménager dans des maisons neuves et qui se retrouvent à la rue, sans toit. Est-ce que la construction résidentielle, dans certains cas, pourrait devenir un service essentiel et pourrait recommencer avant le 4 mai pour éviter que des gens se retrouvent à la rue? Oui. Moi, je pense que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ça va être possible de redémarrer la construction résidentielle. Ça va être possible aussi pour plusieurs entreprises de combler le retard qui s'est accumulé là, sur la construction de certaines maisons au cours des dernières semaines. Donc, moi, je suis optimiste là, pour le secteur de la construction. Évidemment, j'ai besoin du hockey du Dr Arruda, là, mais je suis très confiant. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda. Ma question est pour le Dr Arruda. Que s'est-il passé à l'île verte pour que vous envoyiez une lettre assez sévère à la mairesse, Mme Newberry? D'abord, vous imposez le confinement total de l'île verte et vous dites dans vos considérants, nos discussions antérieures et l'assurance que vous nous aviez donnée que les résidents de votre municipalité se conformeraient à notre ordonnance, les évidences que nous avons recueillies selon lesquelles notre ordonnance n'est pas respectée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il faut comprendre que vous savez que mon objectif était la priorité de prévenir, de garder la santé des insulaires qui ont une certaine moyenne d'âge, quand même une bonne proportion, et des travailleurs essentiels qui font la navette en hélicoptère pour pouvoir subvenir si jamais il y a un incident
de maladie, il faut être capable de transporter les gens de façon adéquate. J'avais ordonnancé, je vous dirais, un certain contrôle en lien avec le transport des individus et éviter des gens qui sont à l'extérieur de l'île de venir contaminer l'île parce qu'ils auraient acquis la maladie à l'extérieur. On a eu des personnes qui ont traversé même le fleuve avec leurs enfants dans des bateaux le matin, dans la nuit, ce qui aurait pu porter un préjudice aux enfants eux-mêmes et aux personnes. Et disons qu'on n'a pas eu une collaboration des autorités municipales à respecter ces consignes-là, ce qui m'a obligé à aller vers un confinement, pour être au clair, et ce qui va permettre à la police maintenant d'éviter que des personnes... C'est un contrôle beaucoup plus serré dans une perspective où je ne peux pas me permettre que des gens de l'île tombent malades et que des gens aussi perdent la vie en prenant des bateaux de fortune comme ça. J'ai des photos même à l'appui de gens qui sont arrivés très tard dans la soirée et qui sont rentrés dans l'île. Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense que j'ai ordonnancé le confinement de l'île. Est-ce que c'est une municipalité qui était délinquante, à votre avis? C'est-à-dire qu'on permettait d'extensionner la définition des gens qui étaient des résidents de l'île. C'était drôle, la quantité de personnes qui devenaient résidentes tout d'un coup allait en augmentation selon des orientations qu'on n'avait pas accordées. Et j'ai pris cette décision-là aussi en étant en compte des gens qui transportent, qui sont les travailleurs qui transportent les individus, mais aussi le directeur de santé publique de la région du Bas-Saint-Laurent. Merci. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Il y a plusieurs festivals, des grands événements qui ont déjà annulé leur présentation pour le mois de juin, juillet, août. D'autres non, comme la Saint-Jean-Baptiste, le festival d'été. Est-ce que la santé publique va ordonner l'annulation de ces événements-là? Bien, ce que je vous dirais, de façon générale, je reviens à la règle du 2 mètres. C'est très difficile dans un festival, dans un événement où il y a des centaines, des milliers de personnes, de respecter la règle du 2 mètres. Donc, à partir du moment où on dit la règle du 2 mètres va s'étendre sur une plus longue période, effectivement, là, c'est peu probable qu'on soit capable d'avoir ce genre de festival cet été. Votre question était pour le docteur Arruda. Est-ce que vous avez la ventilation par tranche d'âge des cas d'hospitalisation? On a les décès, les cas, mais hospitalisation et soins intensifs peut-être? Oui, on les a. Attendez une seconde, je vais juste vérifier. Ici, j'ai les décès. Je vais essayer de le retrouver. Excusez-moi, j'ai tellement de tableaux là, que des fois, je ne m'attendais peut-être pas à cette question-là. Mais est-ce que je pourrais vous donner l'information a posteriori, s'il vous plaît, pour que vous l'ayez? Puis je vais vous référer aussi à l'endroit précis du site web où ça va être indiqué à l'Institut national de santé publique. C'est juste que je ne veux pas passer du temps à chercher mes tableaux, mais je m'organiserai pour les prochains points de presse d'avoir exactement l'information sur une feuille à côté. Très bien, donc ça vous convient. On poursuit avec Isabelle Porter, Le Devoir. Oui, j'aurais besoin d'une précision concernant le 2 mètres cet été. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir rester à 2 mètres de distance de nos proches pendant tout l'été? Donc, on oublie ça des soupers avec des gens qui ne font pas partie de notre famille immédiate et tout ça? Bien, on n'est pas rendu là. Ça fait partie des discussions, mais je vous dis, là, c'est une considération, une condition importante à court terme, dans les prochaines semaines. Si on veut être capable de revoir une vie normale dans les prochaines semaines, il va falloir respecter le 2 mètres. À quel moment on va pouvoir s'éloigner du 2 mètres? Bien là, ça va dépendre aussi de l'évolution de la crise au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, ça va être à évaluer selon l'évolution du nombre de personnes infectées au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et qu'en est-il du tourisme? Est-ce qu'on doit exclure tout déplacement dans d'autres régions du Québec pendant l'été? Qu'est-ce que ça veut dire pour le camping, les parcs nationaux, la pêche, tout ça, là? Bien, encore là, je pense qu'il faut faire la distinction entre maintenant, les prochaines semaines, où on souhaite continuer, ne pas avoir de déplacement. Quand on sera rendu à l'été, dans quelle situation on sera, bien, on va l'évaluer avec la santé publique. Merci. Oui, allez-y. Pour les répartitions par groupe d'âge d'hospitalisation, c'est ce que vous vouliez? État de la situation au 7 avril, on va y aller par... je vais vous donner des pourcentages, puis je pourrais vous donner des taux si vous voulez, là. Mais le taux le plus élevé, c'est à 1,8 par 100 000. Ça correspond aux 81 ans et plus. OK? Le deuxième, en termes de taux par 100 000, même, je vous dirais, excusez-moi, il y a des 41-70 ans qui ont, c'est pas les décès, qui sont hospitalisés le plus.
Donc, 40 à peu près autour des 41-70 ans. Après ça, on est à 27 pour les 11 ans à 80, 24,5 81 ans et plus. 19 à 40, c'est 4,4 0-18 ans, c'est 0,5 puis il y en a une proportion qui est inconnue. Donc, si on veut dire en termes, de façon générale, là, les gens les plus hospitalisés sont ceux qui ont entre 41 ans et 70 ans. Et espérons qu'une bonne proportion va s'en sortir. Mais il y en a quand même, je vous dirais, là, presque de 50 combinés vont avoir 71 ans et plus, incluant le groupe des 81 ans et plus. Très bien. Alors, petite nouveauté, aujourd'hui, nous allons prendre une question qui nous a été envoyée par Twitter via le compte de la Tribune de la presse d'un média qui n'a pas de correspondant parlementaire ici à l'Assemblée nationale. La question d'aujourd'hui provient de Martin Busutil, RNC Média. Dans le cadre de mesures exceptionnelles, est-ce que vous envisagez de permettre aux municipalités de donner un congé ou un crédit de taxe pour les entreprises fermées pendant la période de confinement? Ces municipalités seront-elles autorisées à produire des budgets déficitaires à la fin de l'année? Bon, on n'est pas rendu là pour l'instant. Évidemment, il y aura une réflexion à avoir avec toutes les municipalités une fois qu'on va être plus avancé ou en tout cas plus proche de la fin de la crise. Quelle partie sera compensée par le gouvernement du Québec? Quelle partie ne sera pas compensée? Bon, évidemment, ça aura un impact direct sur les comptes de taxes. Donc, on n'a pas encore la réponse à cette question, malheureusement. Merci. Alors, c'est ce qui complète pour nos questions en français. Nous allons donc passer en anglais. We'll switch in English with Cathy Sonnet, CBC News. Good afternoon. J'ai bien des questions sur les aînés, les soins de longue durée, Sainte-Dorothée. Que fait le gouvernement pour régler les problèmes, surtout avec le cas de Sainte-Dorothée, pour s'assurer que nous n'ayons pas de pénurie de personnel? Réponse. Nous déployons du personnel qui est dans d'autres secteurs du système de santé, car nous sommes en bonne posture dans les hôpitaux, grâce à Dieu, puisque la population nous a prêté main forte en écoutant les consignes sanitaires. Par conséquent, il est question d'un redéploiement d'auxiliaires, de préposés, d'infirmières. Cela a déjà commencé. À Laval, il y a 70 personnes qui sont arrivées en renfort. Donc, nous allons le faire dans tous les centres de longue durée. Et donc, non seulement là où il y a des éclosions, où il y a le plus de cas, mais partout dans tous les centres hospitaliers de soins de longue durée. Car il nous faut réorganiser, c'est que le même personnel s'occupe d'une seule unité. Et le personnel doit rester dans une seule institution. Et pour cela, il faut rajouter du personnel. Et nous sommes à même de le faire. Il y aura également des médecins qui vont venir, tout près de 500 médecins, des médecins de famille qui vont nous aider un peu partout au Québec pour offrir plus de soins, plus de services dans les centres de longue durée. Donc, c'est ainsi que nous proposons de protéger le personnel et protéger les résidents. Et nous savons que l'équipement de protection doit être en place. Et on est en train de le faire. Ça a commencé déjà quelque temps. Et nous avons une liste. Et nous disons aux directeurs généraux des institutions, car nous avons un plus grand lot de masques. Donc, il faut avoir tous les masques nécessaires. Et nous allons tester chacun, tous les aînés, tout le personnel, pour s'assurer que nous sachions exactement qui a la COVID et qui ne l'a pas. Car nous organisons les services de longue durée entre zones froides et zones chaudes. Donc, pour les gens qui ont la COVID et ceux qui ne l'ont pas. Donc, il nous faut avoir le dépistage. Donc, nous voulons protéger chacun et chacune. Et c'est notre toute grande priorité depuis le début. Et nous allons tout faire, ce qu'il faut faire pour protéger nos aînés. Monsieur Legault,
Aujourd'hui, vous avez commencé à offrir un peu d'espoir aux Québécois et aux Québécoises. Vous avez évoqué un redémarrage de l'économie québécoise. Est-ce que c'est risqué? C'est qu'on n'a même pas franchi le sommet de la pandémie. Réponse. J'estime que les gestionnaires, les propriétaires, les gérants des magasins, des commerces, des entreprises commencent à réfléchir à la post-pandémie. Je pense qu'il est important. Pourquoi il est important de comprendre les critères qu'on va adopter. Sur le 2 mètres, par exemple, que faisons-nous avec les enfants des travailleurs? Que faisons-nous avec les transports en commun? Il nous faut changer notre façon, de composer avec la nouvelle réalité. Je ne peux le faire seul. J'ai besoin d'avoir de la contribution. C'est pourquoi M. Fitzgibbon, M. Girard travaillent avec les représentants des entreprises afin de voir comment nous pourrons redémarrer les entreprises. Si les chiffres, les statistiques nous le permettent. Question. On vient d'obtenir une communiqué de presse du CIUS de l'Est et on nous dit que le contrôle des infections ont décidé de ne pas faire de dépistage. Ils ont plutôt opté pour un suivi serré des symptômes. How is this a good idea and does it not go against what you just said about... Vous avez dit sur le dépistage systématique du personnel comme des résidents. Réponse. Peut-être le Dr Arruda pourra se prononcer. C'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre au moment où on se parle. Donc, il nous faut parler avec le CIUS que vous mentionnez. Question. On vient d'apprendre que le gouvernement québécois va acheter 200 000 trousses de BioScience à Ottawa. Comment est-ce que le coût de ces trousses se compare à d'autres trousses? Et pourquoi cette méthode, comment cela va être à l'avantage des Québécois? Réponse, c'est un outil merveilleux. On va les obtenir dans quelques semaines et vous obtenez le résultat en 30 minutes. Ce sont des trousses de dépistage que vous pouvez amener sur les lieux, dans les résidences pour aînés, en milieu hospitalier. Et vous faites passer un test aux patients, au personnel. Les avantages sont vraiment formidables. On espère les recevoir le plus rapidement possible. Question par courriel. Pour Mme McCann, pourriez-vous nous donner un exemple, Mme McCann, de ce qui se fait pour ralentir la propagation de la COVID dans des centres d'aînés, au-delà de rajouter des effectifs médicaux? Que faites-vous concrètement pour protéger nos aînés, nos résidents? Réponse. Rajouter du personnel, c'est une mesure fort importante parce que la conséquence, c'est que nous pouvons ainsi organiser la résidence pour éviter tout contact entre la zone chaude et la zone froide. Donc, cela permet une meilleure organisation et une meilleure étanchéité entre les zones chaudes et froides. C'est que le personnel ne fait plus l'aller-retour. On n'a plus de médecins qui passent d'une zone chaude à une zone froide. C'est ce que nous voulons faire dans tous les centres de longue durée. Donc, nous voulons avoir des équipes qui sont dédiées à une seule zone. Et donc, en ayant moins de déplacements entre les zones, c'est une mesure remarquable. Et le dépistage dont j'ai parlé, eh bien, le fait de diagnostiquer à la fois les patients et le personnel médical, donc ça, c'est important. Autre question maintenant pour M. Legault. Les gens sont vraiment préoccupés par des amis et des aînés, des membres de leur famille, en résidence. Nous entendons parler de milliers de cas d'éclosion sur Montréal.
Que dites-vous aux gens impuissants à voir leurs proches malades ou mourants? Réponse. Nous avons commencé à prendre des précautions très tôt dans la pandémie. Il y a quelques semaines, au tout début, nous avons arrêté les visites. Hélas, il y avait eu des visites des membres de leur famille et quelques-uns des aînés ont été infectés par leurs proches. Donc maintenant, nous composons avec les travailleurs, les infirmiers, les infirmières, les médecins qui travaillent dans ces centres, et puis nous sommes en train de les diagnostiquer pour s'assurer que eux n'infectent pas les résidents et les résidents de ces maisons de retraite et autres centres d'aînés. Mais nous y attendions. On l'a dit, 90% des morts ont plus de 70 ans. Et bien sûr, dans un CHSLD, les gens sont déjà malades. Ils sont très vulnérables, donc. Mais nous tentons également de transférer, quelques-uns des médecins, des infirmières qui ont été libérés dans les hôpitaux vers ces centres pour prêter main forte sur le terrain et s'assurer que nous puissions endiguer la situation. Question. Pourquoi les patients de CHSLD, celui-là de Montréal-Nord, sont transférés vers un hôtel à Dorval? Les patients souffrent d'Alzheimer et les déplacer peut être vraiment perturbant. Les membres des familles veulent savoir pourquoi ne pas dégager les lits en transférant des patients moins lourds. Réponse. Je présume que cette décision, et cela a fait l'objet de discussions par le passé, vous vous rappellerez que nous avons mentionné qu'il y avait 4000 chambres d'hôtel qui étaient mises à la disposition des autorités sanitaires. Je devrais le contre-vérifier, mais je pense que la décision, c'est de les protéger, ces gens-là, les protéger de la situation qui prévaut dans leur centre. Les gens qui n'ont pas de symptômes ou la COVID, nous voulons les installer dans un hôtel de façon protectrice, à l'écart des unités de soins de longue durée où il y a eu des éclosions. C'est afin de les protéger. C'est ce que je présume. Dernière question. Monsieur Legault, Madame McCann, pouvez-vous commenter sur la décision de M. Truchon? Il devait mourir en juin. Il vivait sans visite de famille et il a eu peur de la COVID-19. Réponse. Je vais peut-être commencer. Je vais dire qu'avant tout, il a eu beaucoup de courage. Il a aidé tous les Québécois, toutes les Québécoises à prendre des décisions difficiles. Bien sûr, nous continuons d'étudier quels cas s'ouvrent à l'application en respectant bien sûr la volonté de l'individu, mais également avec certains paramètres pour encadrer, pour éviter les exagérations, par exemple, ou pas de cas spéciaux. Madame McCann? Moi, je dirais, dans la foulée des paroles du Premier ministre, nos pensées sont avec la famille de M. Truchon. Madame Gladu également, je pense à elle. Les deux ont joué un rôle très important dans l'aide médicale à mourir, sa disponibilité, et nous continuons de travailler à l'assouplissement de l'aide médicale à mourir. Donc, je salue M. Truchon, je le salue, haut et fort. Et j'ose espérer que son décès a été marqué par une grande sérénité. Je le salue, de tout cœur. Est-ce que c'est possible de répéter en français pour nos collègues? Oui, bien écoutez, je veux saluer M. Truchon, les efforts qu'il a fait, les efforts courageux qu'il a fait pour sensibiliser la population québécoise à l'aide médicale à mourir. Je pense qu'on doit le remercier pour son travail. J'offre mes condoléances à tous ses proches, toute sa famille. Puis je pense que la réflexion doit se poursuivre. On doit
effectivement, permettre à certaines personnes qui souhaitent avoir l'aide médicale à mourir de pouvoir l'avoir, mais il faut s'assurer qu'il y ait un vrai consentement, qu'il n'y ait pas de méthode aussi possible pour alléger les souffrances. Donc, on va continuer ces débats importants dans notre société, ces débats délicats, mais moi, je veux remercier M. Truchon pour son courage puis les efforts qu'il a fait pour faire cheminer la société québécoise dans ce débat. Madame McCann, en français. Oui, bien, écoutez, je me joins au premier ministre pour évidemment offrir mes sympathies à la famille de M. Truchon. Saluer M. Truchon aussi et Mme Gladu, qui ont été tellement importants dans toute la question de l'aide médicale à mourir et qui peuvent donner la possibilité à des personnes d'obtenir, qui le souhaitent, évidemment, l'aide médicale à mourir. Et comme le premier ministre le dit, nous continuons notre travail et ce que je souhaite, évidemment, c'est que tout s'est passé de la façon la plus sereine possible pour M. Truchon, que je salue. Alors voilà, c'est ce qui conclut pour ce point de presse. Merci à tous. À demain. Le premier ministre et la ministre de la Santé qui saluent le courage